Bon, ben bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci à la Cité de l'Architecture pour l'invitation. Je dis merci parce qu'en fait, au moment de l'invitation, c'était on peut parler de n'importe quel thème. Et vous verrez, en fait, la question du lien entre l'art et l'architecture a été notre cheval de bataille depuis le début. Mais il se fait que l'ESCO a vécu des choses, le bureau a vécu des choses dans différentes étapes, dont une assez récente. Donc vous voyez 2017, nous sommes en plein rebond. Et donc voilà, on profite un petit peu de la soirée de ce soir pour en même temps faire un état des lieux de ce qui s'est fait. Et avec vous peut-être poser une question ou des questions sur comment on peut rebondir. Et donc, au départ, c'était l'invitation à Olivier Bastin, fondateur de l'ESCO. Et progressivement, dans le processus, dans la réflexion, la proposition est venue que Tara Darkian s'associe avec moi à la présentation. Tara prendra la parole un petit peu dans le cadre du rebond de 2017. Parce que Tara est une artiste, et ça c'est une nouveauté, une artiste associée à l'ESCO. Ce qui, dans les fondements, il y avait une comédienne metteur en scène qui était dans les fondements de l'ESCO, mais c'est la première fois qu'on se dit « Ah tiens, avec une artiste associée ». Donc si on veut des comparaisons, récemment j'ai eu un nouveau contact avec Berger et Berger, un architecte, un plasticien. On voit combien l'association de cette double entité ou identité, un architecte et un artiste, ça crée des nouages tout à fait particuliers. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus qu'on aimerait bien poser quelques questions. Et donc vous voyez, l'histoire va se partager en 3 étapes. Donc de 89 à 2009, des racines. Donc qu'est-ce qui a composé cette envie de travailler, des artistes associés, des projets qui se sont faits. Ensuite, en 2009, il y a eu un moment tout à fait particulier. On a voulu créer ou poser la question du collectif. Et c'est devenu presque une revendication que une œuvre d'art ou une œuvre d'architecture n'était pas l'œuvre d'un auteur de projet, mais que c'était l'œuvre d'un ensemble de participants au projet. Et donc à partir de là, on a défini un ensemble de pratiques et donc des projets en sont sortis. Et puis là maintenant, je vous dis tout de suite, le collectif a explosé. Donc les collectifs en fait qui nous ont accompagnés ont explosé pour toutes sortes de raisons. Donc on pourrait dire c'est un échec. Et voilà, nous maintenant, on est en 2017-2018, on essaye de rebondir sur cet échec pour poser d'autres questions. Alors tout a commencé par le lieu. Nous avons eu la chance en 89 de trouver ce bâtiment qui est un bâtiment industriel. Et en gros, je cherchais un plateau équivalent à un niveau, 180 mètres carrés. Donc que faire de l'ensemble du bâtiment qui était inhabité? Alors ce lieu se situe à Molenbeek, je pense que vous avez entendu parler. C'est un quartier 90% d'origine maghrébine. En gros, c'est le résultat d'une immigration, d'une histoire de l'immigration. C'est un lieu extrêmement chaleureux. J'y ai retrouvé des choses que j'avais connues dans mon enfance à Charleroi, par exemple, ville complètement déshéritée, sur la notion des rapports sociaux, des rapports humains dans des lieux post-industriels. Mais il se fait qu'en plus, comme le lieu et le bâtiment étaient assez grands pour accueillir du monde, en gros, ce bâtiment est devenu un peu une maison de quartier, plusieurs fêtes de quartier, ou moments de réflexion sur le quartier, c'est-à-dire des moments de rénovation urbaine. Donc il y a des plans de rénovation urbaine qui sont organisés à Bruxelles, qui s'appellent les contrats de quartier. C'est un très bon outil. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais le principe est que, grosso modo, les habitants ont pour 1/3 des voies directes droit au chapitre et définition des projets, et un autre tiers, ils sont soutenus par les associations. Donc là, vous voyez une séance de travail avec les habitants pour produire du sens. Et alors d'emblée, dans cette sorte de lien entre le bâtiment, le lieu, le quartier
et les habitants, donc je faisais partie du comité de quartier, il s'est fait qu'on a participé à des actions, comme ici par exemple, vous connaissez cette expression « reclaim the public space », donc réclamer l'espace public. Là, avec des enfants, on a dessiné un petit parc pour qu'ils puissent au moins taper la balle, alors qu'avant c'était juste une friche abandonnée. Où là, c'était le principe que les habitants du quartier qui devaient prendre le bus de l'autre côté de la route, c'était un véritable danger public parce qu'il y avait un trafic extrêmement lourd et violent dans cette rue. Donc c'est reclaim the crossing, donc comment réclamer de pouvoir traverser, ne fût-ce que traverser une rue. Et donc voilà, le rôle des architectes, c'est quoi? C'est de porter le discours des habitants avec des figures comme ce photomontage. Alors on parlait de ça, le bâtiment étant assez grand aussi pour accueillir des expositions, il y a eu différents artistes que nous avons pu accueillir. Celui-ci, vous le connaissez sans doute, Francis Alice. Donc en 93, on l'a exposé. Vous savez quelle posture il prend à travers ses vidéos. Donc c'est toute la thématique et on reviendra probablement là-dessus, sur donc, quel est le rapport entre l'art et l'architecture. C'est la question d'un certain engagement politique, mais à travers une forme qui se veut poétique. Et c'est vraiment ça l'enjeu sur lequel on aimerait bien travailler aujourd'hui. Donc différents artistes plasticiennes, là il se fait que ce sont 3 femmes qui exposaient, des artistes qui venaient de France et d'Allemagne. On bénéficiait à cette époque-là assez bien de fonds qui venaient des FRAC ou des DRAC en France. On n'était pas loin des politiques de Jack Lang, et donc on était un peu gênés, nous autres petits Belges, à accueillir les Français parce que les Français offraient des moyens à leurs artistes et nous, les petits Belges, on ne parvenait vraiment pas à y mettre les moyens. Par ailleurs aussi, il se fait qu'après ma formation d'architecte, je trouvais que l'architecture ne disait pas assez. Et donc c'est tout un problème, ça. Est-ce que l'architecture doit dire des choses? Mais toujours est-il que dans le théâtre, j'ai trouvé quelques éléments de réponse par rapport à ce vide de l'architecture. Essentiellement, si je veux résumer ce que j'y ai trouvé, c'est tout le rapport à la dramaturgie, c'est-à-dire l'épaisseur d'un spectacle. C'est comment on rejoint l'auteur dans son histoire, les personnages, comment on travaille avec des comédiens qui ont une personnalité, comment on travaille avec une équipe, des éclairagistes, un metteur en scène, etc. Donc voilà, il y a toute une épaisseur et ça dit aussi quelque chose par rapport à l'architecture. C'est construire une architecture, c'est faire aussi avec un ensemble de partenaires qui ont tous des caractères différents. Et donc ce petit fil avec le monde du spectacle, des arts vivants, a fait que j'ai pu aborder la question du théâtre ou des lieux de théâtre par l'arrière de la scène. C'est-à-dire par la difficulté de monter des décors, par la difficulté de travailler à 3 heures du matin, recharger des camions, etc. Et donc là, pour le Théâtre National, vraiment être capable de dire c'est quoi le rapport scène-salle, comment on a une certaine sensibilité par rapport à cette relation. Et donc, par exemple, c'est de savoir qu'un théâtre ne se dessine pas en plan, il se dessine en coupe, d'abord. C'est véritablement cette sensation qu'un public peut avoir dans cette manière d'être penché vers le spectacle. Donc, par exemple, là, vous êtes dans une ancienne salle de cinéma, c'est un rapport horrible pour nous, parce qu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de relation, et donc une salle de spectacle de théâtre, d'art vivant, n'a surtout pas la même configuration qu'une salle de cinéma. Là, vous êtes penché, vous regardez vers un écran qui vous domine, en relation avec le théâtre, c'est tout autre chose. Par contre, ça n'empêche pas de poser des questions sur c'est quoi l'image d'un théâtre dans la ville. J'ai fait la visite au moment où cette façade était dressée, le bâtiment était encore brut de décoffrage. J'ai fait la visite avec un ministre de la Culture et je lui demandais, vous trouvez que ça ressemble à un théâtre? Il me disait non, pas du tout. Et alors je lui demandais, c'est quoi pour vous un théâtre? Un théâtre, c'est des gradins, c'est... Je lui disais, oui, mais ça existe dans l'Antiquité. Bon, c'est des colonnes, des escaliers, oui, c'est ça, comme l'opéra. Oui, c'est ça. Il se fait que là, plus loin, il y a une banque qui a repris de cette thématique de colonnes, d'escaliers, etc. Donc voilà. Et donc là, j'ai pris le ministre par la main, je l'ai emmené sur le nez de scène, et je lui ai dit, c'est ça le théâtre.
C'est quand vous sentez que vous pouvez amener 750 spectateurs dans votre propre univers. Bon, alors ce rapport avec les arts, ça a fait aussi qu'on a pu travailler sur d'autres thématiques comme le musée de la photographie, où là, de nouveau avec Francis Alice et 3 autres artistes, on a essayé de résoudre une situation qui était conflictuelle entre l'architecte qui était chargé de l'opération et les utilisateurs. Et ça a fait dans la petite histoire, donc ça c'était en 93, la première phase, et ici en 2006, l'extension, de nouveau travaille avec une artiste, Janine Cohen, avec laquelle on a posé la question de la photographie sur l'image extérieure du musée. Il y avait la notion du cadrage depuis l'intérieur vers l'extérieur et inversement, comme une question posée par rapport à la photographie, mais également sur cette matière, Janine Cohen est intervenue, donc de nouveau intervention d'une artiste dans le cadre d'un projet, est intervenue pour mettre ces petites lamelles de couleurs que vous avez devinées ici, et quand le soleil tourne autour du bâtiment, le bâtiment réagit différemment suivant le type de ciel que l'on a, etc. Donc c'est typiquement le phénomène de la photographie en live, je dirais, et donc lorsque vous êtes dans des situations visuelles extérieures d'un autre type, on peut se dire que, voilà, on pose la question du regard. Et je dirais que peut-être une première thématique par rapport à art et architecture, c'est surtout poser une question du regard. Quel regard j'ai sur les choses pour définir les rapports que j'ai envie d'amener. À l'intérieur du bâtiment, c'est aussi des notions sur les regards croisés, comment d'un lieu, j'ai toujours le regard sur d'autres parties de l'exposition, comment il y a l'image mobile par rapport à l'image photographique immobile. C'est aussi interroger la fonction muséale, et c'est de dire le musée, ce n'est pas forcément une institution dans laquelle on est là que pour voir, c'est également pour vivre, et donc on y a proposé un jardin d'hiver avec des plantes, des arbres fruitiers, donc il y a une odeur. Donc on a proposé une odeur dans le musée. Donc, voilà. Alors à travers les projets dans cette période de racines, c'est aussi prendre le temps de projets complètement improbables. C'est de travailler avec vous avez vu les contrats de quartier, de la rénovation urbaine, des participations avec des habitants. C'est aussi dans des opérations, ça s'appelle été jeunes, donc on essaye de mettre des jeunes en action pendant l'été, on les occupe à essayer d'aménager leur lieu, donc leur environnement. Donc c'est créer des mobiliers, c'est leur apprendre les fondations, leur apprendre à souder pour aboutir à un aménagement d'espace qui soit positif pour eux. Voilà, c'est totalement improbable, vous ne gagnez pas votre vie avec ça, mais c'est des moments qui vous nourrissent en termes de relations, donner du sens à du projet. À propos d'espace public, sur la notion du sens des projets, c'est aussi de considérer qu'un projet, c'est un processus qui se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un ensemble de partenaires. Et donc, par exemple, ici, un Square des Ursulines, qui en fait a été initié par Bruce, qui est un collectif de skateurs. Voilà, il y a tout un processus qui s'est mis en place dans lequel l'ESCO, donc le bureau d'architecture, n'est qu'un maillon de la chaîne pour aboutir à un espace public, qui est un espace public. Au départ, les skateurs voulaient un espace de skate, mais il se fait que en fait, c'est un espace public, donc ça veut dire qu'on a analysé tout de suite que les skateurs allaient utiliser le lieu 20% du temps, et le reste du temps, ça allait être utilisé par d'autres personnes. Donc il fallait parvenir à faire une sorte de manière de porter à la fois la figure du skateur comme une figure forte de la ville, un regard sur la ville, de l'énergie dans la ville, des envies, des revendications par rapport à la ville, mais c'est aussi de dire que l'espace peut être utilisé par d'autres personnes. Et donc cet espace, heureusement, fonctionne assez bien, parce qu'en fait, il est disponible à plusieurs publics. Alors c'est aussi se dire, à l'occasion d'un autre projet, donc c'est un projet d'une salle de spectacle dans une petite ville au sud de Bruxelles, une ville qui est fortement marquée par des énormes carrières de pierre, la pierre bleue du Hainaut. Voilà, c'est de dire, tiens, comment je peux greffer une identité à un projet architectural, qui est un projet d'une salle de spectacle. Bon, d'emblée, c'est aller se balader dans la ville et puis être accroché par des photos, des affiches de ceci, qui est un festival. Ça s'appelle le Festival du Simple Lourd. C'est une sorte de manière de se moquer des travailleurs qui venaient d'un autre village à côté. Et tous les ans, ils se moquent des gens d'à côté, de façon ludique.
Et donc là, à travers ça, en allant boire des bières dans les bistrots, etc., on se rend compte avec les habitants que les espaces publics extérieurs vont être aussi déterminants que l'espace intérieur de la salle. Donc la question du rapport intérieur-extérieur, comme vous l'avez vu pour le musée de la photo, elle se pose aussi dans des notions de spectacle, de salle de spectacle. Alors il se fait que la ville est fortement marquée par une collégiale, ce qui est sur une sorte de petit monticule. Donc il y a une question de paysage qui est extrêmement difficile à régler. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre en prédominance, on ne va pas essayer de cacher la collégiale, on ne va pas se mettre devant elle. Donc comment se glisser dans ce paysage, comment faire partie d'une sorte de tectonique. Ben voilà, ça a été l'invention de dire le bâtiment, ce n'est pas une façade qui va se montrer en avant et puis cacher un peu ce qui se passe derrière, c'est au contraire être comme une sorte d'introduction à ce paysage. Et par là est venue l'idée que si on donne accès à la toiture, au flanc du bâtiment, ça fait une salle de spectacle à l'extérieur, en fait. Et de travailler les espaces publics avec des artistes, ici Domitienne Cuvelier, pour dire qu'on peut développer des activités de type ludique, comme on en trouve dans plein d'autres sociétés. Voilà. Et donc, quand les acteurs de la ville s'emparent du projet, voilà ce que ça peut donner. Ça peut véritablement devenir une source d'animation, alors que la demande, c'était juste une salle de spectacle, comme vous pouvez l'imaginer, une petite salle de 300, 400 places. Ça n'a pas une portée énorme par rapport en termes d'architecture, mais à partir du moment où vous donnez presque le double à travers l'architecture, ça peut devenir tout autre chose. Alors c'est toujours travailler également le rapport scène-salle, donc avoir toujours cette sensation et cette envie de créer des relations tout à fait particulières. Des anecdotes comme ces sièges sur le côté, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est fondamental pour créer un sentiment de collégialité pour des spectateurs. Le fait, quand on peut, de ne pas avoir un rapport frontal. Ici, le gradin est plan, il est frontal. Au Théâtre National, on a eu en incliné, c'est tout autre chose. Notre projet, c'est un projet assez difficile de logement pour artistes, dans un contexte, donc là, c'est la frontière du canal avec la zone de Molenbeek, donc tout ce dont vous avez entendu parler, ça se situait là derrière. Et donc c'est un projet de logement d'artistes qui devait se passer là-dedans. Et donc par rapport à un patrimoine, c'est comment se positionner avec l'architecture, en anticipant sur ce que le lieu allait devenir, et de considérer que le processus de la fabrication du projet, donc avec l'entreprise, fait partie du processus qui donne sens. De ne pas regarder les entreprises juste comme des gens qui vont nous servir. Au contraire, c'est de considérer qu'ils peuvent avoir leur propre ingéniosité et contribuer à l'expansion, je dirais, du projet et au devenir. Et donc, assez naturellement, quand les artistes viennent dans le lieu, ils s'insèrent en fait dans un continuum. Il n'y a pas de rupture, vous voyez, il n'y a pas j'ai livré mon projet et puis c'est terminé. Non, il y a une sorte de continuité assez simple et par rapport à des espaces que nous avons façonnés de façon un peu particulière. Bon. Alors, je dirais, avant la deuxième phase qui a commencé en 2009, il y a un centre d'information et de formation des arts du spectacle, donc une institution culturelle qui est venue s'inscrire dans le bâtiment, à l'ESCO. Donc vous voyez, au début, on l'animait essentiellement avec des expositions, parce qu'il était brut, il n'était pas chauffé. À partir de 2001, on a pu un peu l'isoler, le chauffer. Donc on pouvait accueillir l'art vivant. Et donc on avait cette sorte de cohabitation avec cet outil, cet organisme qui organisait des stages, 4 à 5 stages par an, avec des grands maîtres. Ici, c'est Raoul Ruiz qui fait un tournage. Il utilise le bâtiment pour faire un film. Et donc, voilà, c'était une sorte de cohabitation. Je dirais presque, je ne dis pas passive, on s'observait simplement. On n'était pas dans des interactions véritablement avec les artistes. On était juste content d'être l'un à côté de l'autre. Et donc, 2009 vient l'idée ou la question, une architecture du collectif. Donc, pour vraiment affirmer que une architecture, une histoire d'un bureau n'est pas liée à une personne, c'est lié à un ensemble de personnes qui constituent le projet, le bureau et le projet. Donc à partir de là, on a essayé de véritablement définir c'est quoi le collectif,
Donc on a établi des procédures et des pratiques très précises, donc autant d'associés, comment on répartit les activités, comment on répartit, on fait un POW, on appelait ça POW pour pas dire réunion d'équipe. C'était une manière un peu de dire la parole circule autour de la table et quand elle est prête et quand elle est mûre, il y a une décision qui se prend parce qu'on a assez mal axé la question. Mais c'est aussi considérer que c'est un outil de gestion, et donc tout était très transparent, les honoraires, les rentrées, les sorties, les échecs, les difficultés financières, tout était partagé de façon très collective, avec en particulier une pratique très forte qui était liée à la nourriture, au fait de manger ensemble, parce qu'on pense que beaucoup de choses peuvent se passer en partageant le repas. Et donc, de ce fait-là, on en a fait même une pratique quasi artistique, c'est-à-dire qu'on a appelé ça les open pasta. C'est de dire, une fois par mois, quiconque veut venir manger avec nous peut venir. Il prévient, c'est juste pour qu'on gère un peu le nombre de personnes, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'aboutissement attendu, on partage juste le repas. Pour les concours, bien entendu, c'est le moment tous les concours sont partagés en équipe, il n'y a pas un ou une personne qui porte le concours. Et alors en parallèle de ça, donc ça c'était les pratiques qu'on avait définies pour l'ESCO, mais en plus on a accueilli, après ce centre d'information et de formation des arts du spectacle, on a accueilli un collectif de gens de théâtre qui avaient participé à certains de ces stages et qui, comme la place était libre, pouvaient venir s'inscrire. Et donc on avait cherché en fait quelques protocoles de partage de ces pratiques collectives, entre un collectif d'artistes et un collectif d'architectes. Donc toujours ces open pasta DAC, donc DAC ça veut dire jour, des moments d'exposition, des moments de performance, aussi bénéficier ou profiter de Europalia Brésil dans une idée de dire tiens, on va inviter des compagnies de théâtre brésiliennes pour qu'elles viennent en Europe et que rien que le déplacement de ces compagnies va avoir du sens. C'est rien que la notion du déplacement, ça a du sens, ça donne une visibilité, etc. Au final, il y a une seule compagnie qui finalement a pu venir, la compagnie Vertigène, qui fait un travail formidable à Sao Paulo et dans le monde entier. Voilà, et qui ont fait des performances. Sur 15 jours de résidence, ils ont fait des performances dans la ville. Un peu intrigués autour de la mobilité et du fait que quand ils sont arrivés à Bruxelles, un chauffeur de bus venait de se suicider. Et venant du Brésil, il disait mais comment ça peut se faire que dans un pays civilisé comme la Belgique, moins violent que le Brésil, un chauffeur de bus puisse se suicider. C'est pas normal. Donc ils étaient très intrigués. Ils ont beaucoup travaillé dans les trams, dans les bus et dans les espaces de mobilité. Donc toujours avec le collectif VRAC, on a monté des expositions avec une certaine idée de la dramaturgie autour des œuvres et des expositions elles-mêmes. On a accueilli également Polygonal. Plusieurs d'entre vous doivent connaître. C'est un outil qui a été créé ici pour réunir, en France, pour réunir 5 universités d'architecture françaises. Emmanuel Dautrio est un peu à la base de cette histoire. Et donc, ils sont venus. Il y a la notion du rituel, il y a la notion de l'accueil qui était assez importante. On a vraiment passé des moments assez riches, juste sur un week-end, avec eux. C'est aussi avoir dans le lieu, à l'étage, on a un espace qui est assez haut sous plafond. Et donc, ça nous permet d'accueillir des moments d'essai, de recherche, de laboratoire un petit peu. Et vous voyez ici, entre une danseuse, une projection, la dilatation de l'espace, la projection. Pendant qu'elle dansait, il y avait une auteure québécoise qui composait un texte qui lui-même était projeté sur le mur. Voilà, donc tout à coup, toutes ces pratiques interrogent notre quotidien, notre lieu au quotidien. Et donc dans les projets, là je vais passer en revue rapidement quelques projets, c'est de véhiculer ou d'essayer de transporter tout ce qui a été produit ou tous les questionnements et toutes les richesses qu'on a pu découvrir de cette cohabitation dans le lieu de l'ESCO, essayer d'injecter ça dans les projets. Alors de façon assez littérale, ici c'était un artiste
qui a pu bénéficier de moyens pour acheter un bâtiment industriel à Bruxelles et qui a voulu créer un lieu de répétition de théâtre. Et donc c'était également de proposer les mêmes richesses de partage, d'échange, de multidisciplinarité, multiplicité d'attitudes et de regards dans son lieu. Voilà, ça a été comme une sorte de prolongement naturel dans un projet d'architecture. D'autres projets, c'est le projet avec Koo Young-ha, qui a fait un peu l'affiche de ce soir. C'est Koo Young-ha, une artiste coréenne qui travaille un peu sur des objets un peu improbables. Son idée, c'était comme si quelque chose était venu d'une étoile et était tombé sur la Terre, et donc au Centre international de l'art et du paysage, de l'architecture et du paysage à Vassivière. Donc c'est comment créer une œuvre, mais qui puisse être un lieu de skate. Et donc vous voyez, là, il y a un lien entre le collectif Bruce qui a initié l'espace public à Bruxelles, et dans lequel on a été un maillon de la chaîne. Mais de nouveau, ce collectif connaissait un autre collectif de skateurs à Limoges. Et voilà, de là était venue la question, est-ce que tu ne connais pas des architectes qui pourraient accompagner une artiste dans un processus de créer un espace de skate? Donc vous voyez, les liens se font un peu intuitivement, naturellement, dans des questionnements de partage. Et donc, cette sorte de... Koo Young-ha définissait ce lieu comme une sorte de splash tombé sur la terre. Mais voilà, elle le voulait d'une certaine matérialité qui fasse qu'il y a une certaine étrangeté et qui fait que c'est un espace, c'est un véritable espace. Donc vous voyez, pour nous, c'est non seulement accompagner une artiste techniquement pour faire en sorte que ça puisse se réaliser, mais c'est également des questions dans des rapports à l'espace, d'une façon assez claire. Alors par rapport au paysage, j'ai parlé tout à l'heure de Charleroi, ville sinistrée, il était question de faire à cet endroit-là la porte de l'image, donc à l'occasion d'un lieu de cinéma. Et la question qui avait été posée, c'était d'aménager grosso modo 300 mètres de quai pour faire une belle devanture devant ce lieu de l'image, avec en plus une passerelle qui serait passée du premier étage du lieu, ici, vers le bâtiment qui était un bâtiment abandonné. On trouvait cette question un peu débile et on trouvait en particulier Charleroi, si vous voulez, défini d'une façon très très forte par son périphérique. C'est comme un ring, le ring de Nibelung presque. Il y a une sorte de fantasmagorie visuelle et plastique et spatiale. Et donc pour nous, il était évident que plutôt que d'aménager juste 300 mètres avec des matériaux chers, il valait mieux réellement créer un parcours, en tout cas d'un bout à l'autre de la boucle, et si possible initier un parcours au-delà de la boucle. Et donc par rapport à ça, j'ai oublié de mentionner qu'on est à côté de la Sambre, et donc c'est toute la question du rapport à l'eau, comme dans beaucoup de villes, c'est cette question d'essayer de regagner cette présence de l'eau comme un élément naturel mais qui nourrit une ville. Ben, on s'interroge avec de nouveau, on se nourrit d'artistes, d'expériences d'artistes, donc comme ici Massimo Vitali, photographe qui interroge le quotidien, les pratiques ordinaires du public, mais qui l'interroge dans ce que ça peut avoir d'étrange parfois dans certaines situations, hein, cette confrontation spatiale. Ou alors Ben Hamilton, Bailey, qui est un architecte urbaniste anglais, on l'appelle le gourou de l'espace partagé, c'est celui qui interroge les espaces publics d'une manière générale dans le monde pour dire arrêtons les spécialisations d'espace, disons que l'être humain peut s'approprier, ou le piéton en tout cas, les usagers faibles peuvent s'approprier les espaces publics de façon la plus libre possible, et donc à partir de là, faire des propositions paysagères qui vont faire que des comportements différents puissent être possibles. Donc que l'être humain, pas seulement les enfants, mais souvent les enfants, puissent s'approprier les lieux de façon la plus intuitive, la plus nouvelle, novatrice, ludique. Mais c'est aussi transformer cette demande pour une passerelle inutile au premier étage en une véritable extension de cet espace public et de dire, plutôt que de faire une passerelle, on va faire une placerelle, parce qu'on va donner aux Carolos, on appelle les Carolos, les habitants de Charleroi, on va leur donner
le plaisir de regarder leur paysage, leur attachement à la rivière, la Sambre, leur attachement à ces industries minières, etc. Alors, donc, vous comprenez que, en fait, notre manière de nous positionner en tant qu'architecte par rapport au projet d'architecture, nourri par l'art, c'est plutôt des attitudes de dire que finalement un projet ne se suffit pas à lui-même. Donc quand on a une demande, on s'interroge toujours sur ce qui se passe autour. Donc par exemple, on avait ici une demande de réaménager ou de réaffecter ou de transformer une ancienne brasserie et d'y créer un lieu de formation Horeca. Donc on est toujours à Molenbeek. Là, donc, tout ce dont vous avez entendu parler, ça se situe là. Donc il y a vraiment des enjeux sociaux qui sont très importants. Mais voilà, il y a un ensemble de projets qui se génèrent tout le long du canal, avec cette sorte de questionnement sur qu'est-ce qu'on fait ou quelle posture on prend par rapport au patrimoine existant. C'est comme une sorte d'objet trouvé qu'on va taillader pour y apporter de la lumière, pour dire, voilà, je me l'approprie d'une certaine manière. Et par rapport à ce qu'on peut apporter de nouveau, quel dialogue on peut essayer d'établir. Donc ça, c'est l'hôtel, et ici, c'est une sorte de lieu d'entreprise, de formation et de remise à l'emploi des jeunes. Mais c'est aussi prendre conscience ou prendre note de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait des utilisations temporaires du lieu avant qu'on arrive et que le projet ne soit là. Donc c'est la gêne aussi que nous avons à déloger ou à participer au fait de déloger des artistes qui occupent le lieu. Et c'est de se poser la question comment nous, on peut participer à cette histoire, essayer de créer un fil continu. C'est entre autres considérer que les entreprises, le moment du faire avec les entrepreneurs, ça fait partie du processus. Et donc ici, dans la récupération des briques, par exemple, on trouvait que c'était très important, plutôt que d'aller acheter des nouvelles briques pour certaines parties de l'ouvrage, non, on va récupérer ce qui est sur place. Et donc c'est un processus. On parle beaucoup de circularité des déchets, etc. Aujourd'hui, voilà, pour nous, c'est quelque chose qui se cale tout à fait bien dans une démarche artistique également. Alors, un autre endroit, c'est également, je fais un peu des liens d'image ou d'iconographie, c'est une ancienne chapelle que l'on doit aménager en une artothèque. Donc c'est comment s'appuyer sur l'histoire du lieu, et sa spécificité structurelle pour poser des questions. Donc on devait recréer des plateaux, en fait on devait exploiter des plateaux qui ont été existants, qui ont été enlevés, enfin bref, et on devait amener de la lumière. Donc c'est comment finalement créer, de nouveau considérer une chapelle comme un objet trouvé sur lequel on va taillader les choses, on va sculpter, on va amener de la lumière, en particulier comment amener la lumière en bas à partir du moment où les plateaux sont reconstitués, et tout ça à travers une faille que l'on va établir d'une façon un peu particulière, structurellement. Donc là, c'est une manière d'inviter les ingénieurs dans un processus également sensible. Donc c'est pas juste de répondre à des questions de stabilité, c'est plutôt de leur dire, tiens, en quoi votre travail peut participer à un regard sur la forme. Autre projet absolument pas culturel, enfin, ou a priori pas culturel, c'est une patinoire. Donc en gros, pour faire une bonne patinoire, il faut faire un gros frigo. Donc dans le concours, c'est proposer une forme de frigo avec un intérieur un peu particulier. Et puis ce gros frigo, au fur et à mesure du processus, se transforme un peu animé par une sorte de fantasmagorie d'une baleine. Pourquoi on fait ça ? On est un peu influencé par les membres de l'équipe. Il y avait un dessinateur qui était très expressif, et donc voilà, l'idée de la baleine est venue alimentée par le dessin, et en même temps c'est elle qui a l'idée à alimenter ce dessin-là. Mais toujours dans ce processus-là, donc d'une bête patinoire, si vous voulez, d'avoir toujours cette attention sur le fait de c'est quoi le processus. Et donc là, en l'occurrence, on pouvait récupérer des fauteuils de l'ancienne patinoire qui datent des années 70. Et donc c'est de les remettre en application, parce qu'ils sont très confortables, mais ils étaient plus aux normes. Donc on a dû faire toutes sortes de processus un peu bizarroïdes pour parvenir à convaincre les pompiers qu'on pouvait les utiliser, pour finalement les utiliser dans l'espace. Donc vous voyez toujours cette notion de comment un processus nourrit un aboutissement vis-à-vis de public. Alors plus proche de vous, à Reims, le cellier, c'est un ancien cellier jacquard. Donc c'est comment de nouveau considérer cet objet trouvé
Donc ça, c'est la partie émergente du sol. Et puis en dessous, vous avez 3 niveaux de galerie pour garder le champagne au frais. Donc c'est interroger en fait l'accès du public aux espaces ordinaires, je dirais, au niveau du sol, et comment interroger l'accès du public en sous-sol, en sachant qu'on ne pouvait pas amener le public plus bas. Et donc comment faire en sorte que les 2 niveaux de sous-sol en dessous, non accessibles, puissent participer à l'ensemble du concept. Et donc là, c'est par exemple la technique. On est allé rechercher l'air de ces 2 niveaux de sous-sol pour parvenir à climatiser l'ensemble du lieu. Alors c'est toujours se reposer sur l'ingéniosité des entreprises dans leur manière de travailler dans un lieu et de considérer que c'est toujours une part du processus. C'est s'appuyer toujours sur cette capacité du dessin qui nous porte, comme une sorte de fantasme qui nous tire. On va aller vers ce moment, un moment de partage, pour aboutir à une salle. Elle ne ressemble pas tout à fait au dessin, mais ce n'est pas grave. Il y a quelque chose qui se passe dans cette salle qui a été nourri par ce dessin. Il y a une petite étrangeté qui a été nourrie par le dessin. Et donc, de nouveau, toujours nourri par le dessin, c'est de s'interroger sur le fait de la monstration, un lieu d'exposition dans une des galeries de sous-sol. Et vous voyez, donc, c'est des postures un peu particulières en matière d'exposition, et ça crée des relations par rapport à l'œuvre ou aux œuvres à exposer. Alors un dernier projet de cette période, c'est une demande de travailler sur une rue de la prostitution à Bruxelles. Ce n'est pas une volonté politique, la rue de la prostitution, c'est un résultat et c'est un problème pour les autorités. Et donc, il nous demandait de faire une étude de comment aménager l'espace public. Et donc, par rapport à ça, c'est surtout se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans ces lieux, de l'intérieur et l'extérieur, comment réinterroger ces rapports, comment humaniser ça. Donc, on a bénéficié d'une maison qui était abandonnée, qui allait être démolie, pour l'occuper, avoir au moment d'un mondial un moment d'attractivité où les comportements des gens dans cette rue changent, commencent à basculer, où on interroge aussi la question de l'image de la femme. Pourquoi c'est forcément la femme qui doit être nue? Donc on a créé des moments de dessin où de la rue, les gens pouvaient voir cet homme nu être dessiné par d'autres. C'est essayer de donner une figure forte à laquelle le public puisse s'identifier, de mettre en pratique avant la démolition du bâtiment un acte où on s'engage, nous, physiquement, en tant qu'architecte, pour finalement, une fois que le bâtiment est démoli, retrouver la trace, là, vous voyez, le A et le E, au résultat après la démolition. Donc c'est une manière de nouveau, comme vous voyez, sur la question une question sur la prostitution, de parvenir à essayer d'intégrer un processus qui soit un processus actif avec des équipes, avec du public. Voilà, donc comme je le disais, ce collectif a explosé il n'y a pas longtemps, vous voyez, novembre 2017, scission de l'ESCO, une grosse partie de l'équipe est partie. Et voilà, donc nous tentons une troisième période, et cette période a été le moment où je dirais que cette période a bénéficié d'une rencontre. Donc Tara est artiste, chorégraphe, danseuse. Il était prévu qu'elle ait une résidence en août 2017 à l'ESCO. Et voilà, il y a une sorte de croisement et de fil en aiguille qui s'est installé sur le fait que Tara puisse prendre en relais ce projet artistique que nous n'avons jamais vraiment clairement défini et de lui demander de lui donner un corps. Et je crois qu'elle l'incarne déjà physiquement elle-même. Donc je lui laisse parler. Merci. Donc, comme Olivier l'a dit, je ne suis pas architecte, mais je travaille dans un cabinet d'architecture en tant qu'artiste associé. Donc, je suis chorégraphe, danseuse, comédienne, choréologue, conférencière en danse au Trinity Laban Conservatoire de danse et de musique de Londres. Et plus récemment, je suis devenue artiste associée à l'ESCO. Et donc,
une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a pu m'amener à vouloir m'associer à un cabinet d'architecture en tant que chorégraphe et danseuse. Et donc j'en reviens à mes propres racines, en fait, qui est une sensibilité à l'espace, clairement, qui est née de mon éducation, de la manière dont j'ai grandi, j'ai été éduquée. Donc j'ai grandi, donc j'ai 2 parents architectes déjà, ça aide. J'ai grandi dans un bâtiment qui était une ancienne usine et qui a été transformé en lieu de vie où j'ai grandi. On a grandi à 5 avec des êtres humains, des animaux, et ça m'a apporté, ça a développé en moi une sensibilité très particulière par rapport à l'espace. Donc on avait une coursive, on a toujours une coursive intérieure au premier niveau qui permet, dans sa simplicité, de voir, de prendre une distance sur les mouvements dans l'espace, de voir les corps interagir. Et ça, peut-être, ça m'a poussée vers la pratique de la danse quand j'étais très jeune. Et donc en parallèle, cette sensibilité-là au mouvement des corps, les relations des corps dans un espace et la danse, une passion pour la danse qui se développe, m'amène à 18 ans à partir à Londres pour étudier et devenir danseuse au conservatoire. J'arrive donc, je ne sais pas si vous connaissez le Laban Center de Londres. Donc, je fais mes études là-bas et un bachelier en danse théâtre. Et je découvre la choréologie, l'étude du mouvement humain pour la danse. Et je commence à me passionner pour cette étude en parallèle de la danse et de la chorégraphie. Et en fait, je découvre petit à petit que Rudolf Laban était architecte, donc le fondateur de cette école de danse était architecte à la base, et il s'est pris de passion pour la danse et il décide, dans les années 30, de créer une notation de la danse, la Laban Notation. Et son processus a été qu'afin de pouvoir développer une pratique, une notation de la danse, il a fallu systémiser et analyser le mouvement humain. Et c'est cette pratique qui, moi, m'anime, la choréologie. Et donc, à la fin de mes 3 ans d'études, je commence une spécialisation en choréologie. Et il faut savoir qu'une grande branche de la choréologie, c'est la chorotics. C'est l'étude du mouvement d'un point de vue spatial. Et donc, tout ça se passe en parallèle. En 2013, je fais... donc c'est à Londres. En 2013, je fais ma première résidence à l'ESCO. Je viens quelques semaines l'été pour travailler sur mes spectacles. Et les questions qui m'animent, pour faire le rapport aux racines et à ma sensibilité peut-être spatiale plus particulière, sont justement les relations des corps dans un espace, le mouvement dans l'espace, mais aussi la matérialisation de l'espace via le mouvement. Et de par ces résidences à l'ESCO depuis le 2013, donc j'en fais plusieurs, je pense que je reviens en 2016 et je reviens en 2017, eh bien, ces moments dont Olivier nous a parlé, où on se retrouve à table, où il y a ces échanges entre les différents artistes qui sont en résidence dans le lieu et avec les architectes, on se rend compte qu'il y a des préoccupations communes, donc des questionnements dans des pratiques différentes. Moi, la danse, eux, l'architecture, et on se pose des questions justement sur... l'espace, oui, les corps dans l'espace, oui, mais aussi des rapports scène-salle, public, créateur, l'œuvre d'art comme message et ces croisements qui restent en fait assez flous et très ouverts et presque infinis. Donc, je vais vous montrer une vidéo un peu de mon travail pour que vous ayez une idée
des photos. Donc voilà, quelques pièces, des sculptures qui deviennent la base pour une pièce dansée, comme vous voyez. Voilà. Donc voilà, des questionnements chorégraphiques qui sont plus ou moins rapprochés à l'espace, qui se traduisent sous des formes assez variées
en fait, donc que ce soit site spécifique, que ce soit la danse pour la vidéo ou pour la scène, et puis si c'est pour la scène, l'utilisation de décors, ou le point de départ d'une pièce chorégraphique est une sculpture, par exemple. Donc des croisements manifestes avec les questionnements des architectes de l'ESCO. Et en parallèle de cette question artistique, il y a la question de la méthode aussi. Et donc, après 10 ans de vie à Londres, où j'ai étudié, où j'ai développé ma pratique, pour moi, c'est clair que je ne veux pas fonder une compagnie. Donc, j'ai ce besoin de toujours travailler avec des équipes qui se transforment, qui changent en fonction des besoins de la pièce. Donc, non, clairement, je ne voulais pas travailler en compagnie, fonder une compagnie, mais non plus travailler en solitaire. Donc, il y a ce moment, en été 2017, où il y a un croisement et se dire, qu'est-ce que ça veut dire de s'associer ? Voilà, donc on est clairement dans une sorte de logique de laboratoire sur les pratiques et sur les formes. Et c'est ça qu'on essaye à travers les résidences, entre autres ici, Ingvild Langfalt, j'ai du mal à prononcer son nom, mais voilà, donc, qui est une collègue chorégraphe également, que tu as invitée à l'ESCO, et qui a une pratique qui elle-même pose des questions sur les regards, sur les formes géométriques de l'espace. Alors, c'est d'autres résidences qui ont été mises en place depuis l'arrivée de Tara, mais vraiment dans une logique de beaucoup plus de partage sur les enjeux qui sont portés par chacun d'entre eux. Ici, c'est Mare Nostrum, le groupe sanguin, traitait de la question c'est à partir d'un texte sur le fait ces pêcheurs siciliens qui n'ont pas porté secours à des réfugiés ou qui n'ont pas repêché des corps de réfugiés qui étaient morts lors d'une tempête. Voilà. L'ESCO aussi accueille maintenant de façon plus ou moins récurrente des workshops, des laboratoires avec des écoles d'architecture. Et ce sont des moments extrêmement intéressants parce que comme ce sont des étudiants en architecture, je dirais que le lien à l'espace est assez évident, sauf que, en fait, en arrivant dans ce lieu-là, d'emblée, les enseignants cherchent à déplacer les habitudes des étudiants par rapport à l'enseignement d'architecture ou ce qu'ils savent de l'architecture. Et donc, on est dans des propositions qui sont formellement extrêmement intéressantes et qui sont questionnantes par rapport à la nature même de l'espace. Alors, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est aussi d'un petit peu plus orchestrer les expositions et donc d'avoir une exposition peut-être, on part là-dessus, une exposition majeure, je dirais, sur une année. Et donc là, c'était Enrico Gaido, un artiste italien, qui travaille sur la notion... Il est ingénieur de formation, il est devenu artiste progressivement, il a fait 1 an d'archéologie également, et il travaille sur la notion de la matière, la densité de la matière, et de l'héritage ou l'enregistrement de la mémoire de la matière. Et donc ici, c'était des blocs de béton qui explosent avec une matière qui s'appelle la bétonite. C'est comme de la dynamite, mais extrêmement lente. Et donc, il interroge en fait tous les rapports entre densité et décor, le temps. Donc là, vous voyez, c'est une personne qui est suspendue ou pesée dans une immersion de l'eau. Il nous a fait des nappes en fait, qui couvrent nos tables de travail, et ce sont des nappes qui reprennent des dessins soit de démolition de bâtiments, soit d'objets architecturaux. Un petit peu comme si il y avait une sorte de lien normal entre l'architecture que l'on déconstruit et l'archéologie, ou les pièces archéologiques auxquelles on donne du sens à travers une lecture de l'histoire. Et enfin, tout l'espace, le bâtiment est un bâtiment composé de 5 niveaux avec la cave, et tout l'espace était traversé par la suspension d'une pierre tout en haut, une pierre suspendue par une ventouse, et donc
vous voyez ces ventouses pour mettre les vitres dans des grands ensembles. Donc cette pierre tombait de façon aléatoire, le temps était enregistré, et le choc de cette pierre sur le sol faisait un équivalent de choc de près de 900 kg. Donc tout le bâtiment tremblait de façon complètement aléatoire. Donc nous, parfois, on était en charrette la nuit, on recevait cette pierre sur la tête. Voilà. Je dis, ça nous réveillait, ça c'était sûr, mais c'était un moment très très intense. C'était en plus le moment où l'ESCO allait exploser, donc peut-être que l'un a fait l'autre. Et on cherche maintenant à donner du sens à ces expositions, donc un peu comme au début, de faire en sorte au moins que les artistes aient un certain retentissement, que leur travail, c'est un travail de laboratoire, mais que ça puisse être véritablement porté ailleurs. Donc non seulement ça nous interroge nous, donc le bâtiment, parce que cette exposition nous a révélé plein de choses sur le bâtiment, notre bâtiment, mais en plus c'était une thématique autour de l'acte d'être dans le bâti également, qui était très intéressant. Et enfin, je termine avec à la fois un projet, donc c'est un projet qui est dans le pipe, donc un projet futur, pour dire vers où on pourrait tendre, donc dans ce troisième temps que nous essayons de définir depuis très très peu de temps. Voilà, c'est la restauration, la rénovation d'un ancien théâtre du 19e siècle, qui est un peu un monument dans une petite ville du sud de la Belgique, sud-est. Voilà, c'est un théâtre classique, c'est tout le plaisir d'aller rechercher les archives, de retrouver des documents assez extraordinaires dans l'histoire, qui dénotent et qui décrivent très clairement quels étaient les modes de comportement. Quand on est dans le bâtiment, on comprend déjà une chose, mais quand on voit des dessins en plus, on voit ces manières. Je vous ai montré tout à l'heure une coupe du Théâtre National. Quel est le rapport que l'on induit dans un dessin d'architecture, d'une façon assez claire. Et alors, c'est de situer un projet, pas seulement dans son entité à lui-même, c'est essayer de se cultiver par d'autres projets similaires, et donc de se rendre compte que ce projet étant à l'est de la Belgique, on était à l'époque, au 19e siècle, fin 19e siècle, fortement influencé par l'Empire austro-hongrois, et que donc aller chercher dans le centre de l'Europe des similitudes en termes de composition de théâtre, ben, voilà, ça a du sens, et en plus, on le fera bientôt, mais aller visiter des lieux qui ont vécu des transformations de cet ordre-là. Voilà, on va proposer en lien à la demande de la ville, on va proposer une extension et essayer de tirer un niveau zéro, un nouveau niveau de scène. Je ne rentre pas trop dans le détail, et de façon à faire en sorte que cet objet qui est figé dans son histoire puisse être transformé de façon extrêmement multiple, et à travers ce lieu-ci, soit accessible au public de jour comme de nuit, je dirais presque. Donc, qu'il ne soit plus accessible uniquement au moment des spectacles, mais qu'il soit également accessible pendant la journée. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais voilà. Et en fait, ce travail-là, ben, on va le faire avec une artiste. C'est une artiste, Alice Pilastre, qui a travaillé pour une ancienne caserne de pompiers sur l'histoire et la matérialité des lances d'incendie pour composer. Elle est artiste, pas de tissage, textile, voilà. Donc, en se reposant en s'appuyant sur l'histoire du lieu, donc lié aux pompiers, elle a inventé quelque chose de cet ordre-là. Donc, on pense qu'on va pouvoir mener un processus à travers l'histoire de ce lieu, donc du théâtre, avec elle. Un autre projet sur lequel on n'a pas encore arrêté de collaboration avec un artiste, si ce n'est que c'est de nouveau toujours le long du canal, c'est à Molenbeek toujours, c'est la rénovation d'anciens hangars, la démolition d'autres hangars en intérieur d'îlots, une crèche à créer, des logements, des ateliers. Et donc, dans la création d'un espace public, c'est d'essayer de faire appel à des processus qui vont être créatifs en permanence avec les publics qui vont utiliser les lieux. Et de se dire de nouveau, comme je vous ai montré dans les autres projets, que le processus même de la fabrication du projet va être un élément qui fait partie du projet dans sa finalité. Et donc de considérer peut-être que les attitudes des habitants sont de l'ordre de la pratique créative et peut-être artistique d'une certaine manière. Voilà. Et enfin, donc, nous venons de terminer une résidence d'un artiste plasticien qui a voulu s'associer avec un chorégraphe et danseur.
Donc voilà, il y a eu juste 2 jours de monstration d'une une danse de 20 minutes, à peine 20 minutes. Donc vous voyez, c'est un laboratoire assez court, mais ça offre aux artistes de vérifier certaines choses pour leur propre pratique. Et l'exposition qui est arrivée, qui a débarqué hier soir tard, et vers laquelle on tend, donc qui sera installée pour le 19, c'est un artiste italien de nouveau qui veut réinterroger tout le bâtiment. Donc là, vous voyez pour une fois en coupe. Et qui veut transformer le système de chauffage de tout le bâtiment en une sorte de gigantesque percolateur avec une douche qui va transformer, en fait, c'est une interrogation sur les artefacts produits par notre société, y compris notre société de consommation, et donc la consommation des énergies, les réinterroger pour les transformer en formes étranges. Il reprend des éléments de la société, il les assemble d'une manière bizarre avec d'autres matériaux, dont du sable, etc. Il passe cela au four et ça produit des sculptures qui sont ni belles ni vilaines. Elles sont juste le résultat d'un processus. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que nous allons vivre là, le 19, pendant un mois et demi d'exposition. C'est une chose un peu bizarre, ça demande beaucoup d'engagement de se lancer dans des expositions comme ça, d'accueillir des expositions comme ça, mais je pense que depuis que Tara est là, en fait, on sent qu'en fait, il y a une sorte de vitalité qui nous anime peut-être plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on était dans une sorte de juxtaposition des choses, tandis que maintenant, peut-être que l'imbrication est encore plus forte. Donc, en fait, ce qu'on souhaiterait, c'est... donc, si vous voulez, il y a un peu vous avez deviné, il y a trois périodes, 3 moments, et on est au début de ce 3e moment. Et en fait, on ne sait pas encore très bien vers où nous tendons. On est dans une logique de rencontre. Mais je dois dire que là, on vient de passer petite journée ici à Paris, on n'arrête pas de revoir les choses complètement différemment depuis ce matin. Donc en fait, je dirais que d'une certaine manière, un des éléments principaux dans le rapport entre art et architecture, c'est vraiment la notion du regard. C'est la manière dont ce rapport à l'art, aux pratiques artistiques, de vivre Moi, je visite Paris aujourd'hui avec Tara, qui est une artiste, mais mon regard change. Voilà, c'est un rapport qui est extrêmement intime et qui se fait à travers un ensemble de petits détails. Ce n'est pas une grande révélation. Donc ce soir, on ne vous a pas donné une recette miracle du rapport entre l'art et l'architecture, ou comment plastiquement, donc si j'ai nommé tout à l'heure berger et berger, on voit combien la pratique de l'un nourrit la pratique de l'autre au niveau plastique dans l'espace. Voilà, ici, on n'est pas du tout dans cette position-là, quoique on aimerait bien poser la question esthétique, la question des formes, ensemble, avec les artistes, avec Tara. Mais on pense que c'est plus à travers des processus, ça c'est sûr, mais surtout la question du regard que les choses changent.